Et puis, du coup, je vous propose de démarrer avec cette première session sur les technosols. Et j'invite Julia Aublin, qui est en thèse à AgroParisTech, de venir nous parler de construction des technosols. Bonjour. Donc, comme Sophie l'a dit, donc je suis en doctorat du coup à AgroParisTech avec Sophie et Laure. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup une revue bibliographique sur la construction de sols. Alors, depuis déjà de nombreuses années, la perte de sol devient un enjeu, une préoccupation majeure d'un point de vue économique, social, environnemental. Et en Europe, où on a 60 à 70% des sols qui sont actuellement dégradés, il y a de nombreuses initiatives qui ont été mises en place pour mieux caractériser les menaces sur les sols, préserver ces sols et restaurer les sols qui sont dégradés. Au-delà de ça, mais construire un sol, du coup, en additionnant, en plus en fait de décontaminer les sols, si je peux dire, et de désimperméabiliser, construire des nouveaux sols, ça apparaît comme une solution en fait potentielle pour restaurer quelques fonctionnalités des sols, mais si on veut avoir une analogie avec le sol naturel, c'est plus compliqué de construire un sol que de simplement prendre des matériaux sélectionnés et de les mixer et de les assembler, parce que ça nécessite d'avoir une réflexion sur ce qui est l'horizonation, donc comment je vais agencer mes matériaux, sur l'épaisseur de mon sol, sur la composition de mon sol, les proportions que je vais mettre de chaque matériau. Et donc, on peut se poser la question de est-ce que finalement, il existe une recette optimale pour construire du coup des sols. Alors, pour répondre à cette question, donc on a fait d'abord une recherche sur Web of Science en novembre 2023, qui nous a permis donc de cibler les sols qui étaient anthropisés et les sols artificiels créés intentionnellement. Cette équation, elle nous a d'abord rendu donc 226 publications, et après avoir fait un processus de sélection, on a obtenu un corpus final avec 97 publications. De ces 97 publications, on s'est intéressé donc au sol construit. Alors, j'ai appelé ça constructed soil ici parce que vous verrez par la suite, c'est CS. La publication va être en anglais. Donc, on s'est intéressé donc à des sols construits, ce que nous, on a défini comme étant toute superposition de une ou plusieurs couches, qu'on appelle horizon, d'épaisseur ou de composition particulière. Dans un premier temps, on a réussi à identifier 578 sols construits, mais en identifiant derrière les publications qui parlaient des mêmes sols construits, on a réussi donc à différencier 427 sols construits. Pour ces sols, ensuite, on a voulu donc extraire plusieurs informations, dont la date de publication, la localisation du sol construit, le contexte dans lequel il a été construit, le mode d'occupation, le type d'expérimentation, le nombre total d'horizons et l'épaisseur totale. Une fois qu'on a eu ces informations sur les sols construits, on s'est intéressé aux horizons de ces sols construits. Donc les horizons qu'on va considérer ici comme tout assemblage de déchets ou produits organiques et inorganiques, seuls ou en mélange, dans des proportions particulières. Et donc on a réussi à différencier 599 horizons. Et pour ces horizons, on a de la même manière extrait différentes caractéristiques. Mais aujourd'hui, je vais parler simplement du type d'horizon et des types de matériaux. Alors, pour donner un peu plus de précision sur certaines données qui ont été extraites, pour le profil de sol, quand on parle de contexte, c'est l'objectif à long terme du sol construit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait faire à long terme avec ce sol-là? Dans quel contexte il voulait le construire? Et donc, adapté avec des diverses classifications de publications, on a réussi donc à distinguer 5 catégories différentes pour caractériser le contexte dans lequel ces sols sont construits. Donc, aménagement côtier, aménagement urbain, réhabilitation de friches industrielles, multiples contextes ou aucun contexte, il n'y avait pas de précision donnée dans la publication. Pour ce qui est du mode d'occupation, là, on s'est basé sur la classification de l'Institut Paris Région, qui est en fait l'utilisation planifiée, vraiment l'usage en fait qu'on veut faire, qu'on veut avoir avec ce sol-là. Et donc, adapté de cette classification-là, on a réussi, pareil, à donner 9 catégories, du coup, pour caractériser l'utilisation prévue pour ces sols. Donc, forêt, milieu semi-naturel, grande culture,
autres cultures, espace vert urbain, espace ouvert à vocation de sport, autre espace ouvert, multi-usage ou aucun usage. Pour ce qui est des informations des horizons, donc on a réussi à différencier 3 types d'horizons qui sont définis par rapport à leur fonction. Donc on a l'horizon de croissance qui permet la germination et le développement initial des plantes. On a l'horizon de développement qui permet le développement racinaire et qui assure la nutrition minérale ou hydrique et l'ancrage. Et l'horizon technique qui assure donc la gestion de l'eau en favorisant donc le drainage en eau des eaux en excès ou un stockage additionnel. Et enfin, les types de matériaux, donc ils ont été classés en d'abord 3 grandes familles, puis après sous-divisés en 7 familles de 7 types de matériaux. Donc on a d'abord les matériaux organiques qu'on a divisés en organiques bruts, donc qui n'ont reçu aucun traitement, et organiques transformés, qui ont reçu au préalable donc un traitement biologique, chimique ou physique. Ensuite, on a la catégorie terre, dans laquelle on a la terre végétale, ce qui correspond aux horizons de surface des sols forestiers, agricoles ou naturels. Et ensuite, on a ce qui est terre minérale, et on a 3 catégories qui sont différenciées en fonction de la taille des particules. Donc, terre minérale fine, terre minérale grossière ou terre minérale indifférenciée quand il n'y avait pas d'information. Et la dernière catégorie, c'est tout ce qui est donc technologique minéral, donc c'est des matériaux qui sont d'origine anthropique. Maintenant, quels sont les résultats? Alors, le premier résultat, c'est surtout on a voulu regarder la distribution temporelle et spatiale. Donc, c'est-à-dire, dans le temps, à quel point c'est récent comme sujet, finalement, dans la bibliographie. Et donc, sur le graphique de gauche, on voit que c'est les publications, les années de publication, en fait. Et on voit que la première publication apparaît en 2008, en tout cas dans notre corpus. Et on a aussi voulu regarder en parallèle la distribution spatiale, donc en fonction de où les publications étaient sorties et où les sols étaient construits, ce qui était généralement lié. On a pu du coup obtenir une cartographie qui nous montre que on a donc une majorité. On en a sur tous les continents déjà, c'est le premier constat, mais on en a quand même avec une majorité en France et en Italie. On voit les couleurs plus foncées, donc ça représente le plus grand nombre de publications. Et pas mal aussi en Amérique du Nord, donc c'était États-Unis, Canada. Donc on a une préoccupation récente, puisque première publication en 2008, et on a des sols qui sont construits sur tous les continents, mais quand même 70% de ces sols qui sont construits en Europe, dont 40% en France. Ensuite, quand on regarde les contextes dans lesquels ces sols ont été construits, donc avec les 5 catégories définies au préalable, on voit qu'en fait, les sols ont été construits majoritairement dans 2 catégories. Donc, on a la réhabilitation de mines et carrières pour les zones rurales et l'aménagement urbain pour les zones urbaines. Donc, 2 contextes qui sont dominants et qui représentent 80% des sols construits. Mais comme la majorité de ces sols, du coup, sont localisés dans des pays qui sont urbanisés, industriels ou avec des activités minières, ce résultat, il était attendu. Quand on regarde le mode d'occupation des sols construits, donc avec les 9 catégories vues au préalable, on voit que encore une fois, on a 2 catégories qui ressortent, avec la majorité des sols construits en milieu pour les milieux semi-naturels ou pour des espaces verts urbains. Donc 2 modes d'occupation dominants qui représentent 66% des sols construits. Et pourquoi ces 2-là? Eh bien, en fait, l'utilisation de déchets miniers, on s'est rendu compte, en tout cas dans la biblio, qu'elle est quand même plus facile finalement à mettre en place en milieu semi-naturel, vu l'espace en fait qui est nécessaire et la potentielle contamination. Et les espaces verts urbains, en fait, ils restent quand même les plus populaires et les plus développés en milieu urbain. Ensuite, si on s'intéresse à la caractérisation des sols construits et de leur horizon, alors déjà, on a réussi à différencier 3 types d'expérimentation. Les sols qui étaient construits en conditions contrôlées, donc en laboratoire, les sols qui étaient construits en contenant en extérieur, certaines toitures ont des sols comme ça, et les sols qui sont construits en plein champ. Donc déjà, au niveau du nombre de sols construits, on voit qu'on a la majorité des sols construits en conditions contrôlées et très peu qui sont construits en plein champ, avec 35. Si maintenant on s'intéresse à l'épaisseur des sols construits, on voit qu'on a les sols construits en conditions contrôlées qui ont une faible épaisseur, donc d'une dizaine de centimètres en moyenne, et les sols qui sont en plein champ qui ont une épaisseur plutôt de l'ordre 1 mètre.
Ensuite, on a voulu regarder, alors là, en fait, c'est le nombre d'horizons que comportent les sols qui sont construits en conditions contrôlées, en contenant en extérieur et en plein champ. Donc, c'est-à-dire que là, à gauche, je vois que mes sols qui sont construits en conditions contrôlées, ils contiennent majoritairement un horizon. Alors que ceux qui sont construits en contenant en extérieur et en plein champ, ils ont majoritairement 2 horizons, jusqu'à 4, mais 2 horizons. Donc, en conditions contrôlées, on a de nombreuses expérimentations. On a des sols qui font une dizaine de centimètres d'épaisseur et qui ont généralement un horizon. Et ça s'explique parce que ces études, généralement, elles étudient, j'ai le mot focus en tête, désolée. Elles veulent étudier des mécanismes qui sont très très précis et du coup qui nécessitent d'avoir un espace limité pour avoir une surveillance qui est beaucoup plus facile. Donc ça explique que ce soit beaucoup plus nombreux et beaucoup plus petit, un horizon 10 centimètres. Et pour les sols qui sont construits en plein champ, pour le coup, on a peu d'expérimentation, des sols qui font plutôt 1 mètre d'épaisseur et une horizonation qui est complexe. Mais comme c'est un sujet en fait où c'est encore une application récente de construire des sols en plein champ, on voit que donc l'installation elle est beaucoup plus complexe et ça nécessite du coup des grandes quantités quand même de matériaux à apporter et à gérer sur place. Et enfin, dernier résultat, donc si on regarde la caractérisation des matériaux qui ont été utilisés, alors ici, on retrouve, donc c'est le nombre d'horizons qui comportait chaque type de matériau. C'est ça. Et les horizons ont été séparés en croissance, développement, technique. Donc là, donc on a en vert, les matériaux organiques et en orange et marron, les matériaux minéraux. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'en gros, mes horizons de croissance, en fait, on voit que la majorité de mes horizons de croissance, comportent une grande quantité de matière organique. Alors que si je m'intéresse à mes horizons techniques, je vois qu'ils ne comportent pas de matière organique, mais uniquement de la matière minérale ou des matériaux technogéniques. Donc j'ai une grande quantité de matière organique dans les horizons de croissance, mais encore une fois, les conditions de croissance, ce sont les conditions de croissance requises pour imiter l'horizon haut, ou en tout cas les premiers horizons du sol. On a beaucoup de terres minérales dans les horizons techniques, parce qu'encore une fois, ces matériaux-là, ils reproduisent les caractéristiques nécessaires pour le drainage et l'ancrage. Et on a pu voir aussi qu'on avait une très grande diversité de matériaux utilisés et testés, ce qui s'explique parce qu'il y a encore peu de ratios de déchets qui sont étudiés. Et il y a une nécessité quand même de développement d'ingénierie pédologique. Alors, pour conclure, on a donc beaucoup plus d'informations sur les sols qui sont construits en conditions contrôlées, comparés aux sols qui sont construits en conditions réelles, donc contenant en extérieur ou plein champ. On a donc cette recette optimale, elle vise à mimer les sols naturels, donc avec une horizonation qui est complexe, une grande épaisseur, une épaisseur de sol élevée et des quantités de matière organique concentrées une grande quantité de matière organique dans les horizons de surface. Et cette recette, elle doit être adaptée en fonction, évidemment, du mode d'occupation, donc de ce qu'on veut, de l'usage qu'on vise pour ce sol-là, du contexte géopédoclimatique et évidemment de la disponibilité locale des matériaux. Merci pour votre attention. Merci Julia. Alors, on a fait le choix de vous présenter aussi des petits pitchs. En gros, je vais inviter donc Richard Dottori, qui démarre tout juste sa thèse, à venir vous parler un peu de terre excavée. L'idée, c'est de vous lancer un petit peu des idées comme ça de sujets sur lesquels travaillent les collègues. Ça peut éventuellement faciliter les échanges ce midi si vous avez envie de discuter avec eux pendant le repas. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Richard Dottori. Effectivement, je commence ma thèse avec Sophie, Claire et David à AgroParisTech et en partenariat avec une entreprise, donc avec Terre Utile. Alors, pour commencer, aujourd'hui, le secteur du bâtiment et des travaux publics, le BTP, est le premier producteur de déchets en France.
Chaque année, ils génèrent près de 160 millions de tonnes de terres excavées, ce qui représente le poids d'un peu moins de 16 000 tours Eiffel, ce qui est énorme. Et malheureusement, ces terres excavées, eh bien, elles sont considérées comme des déchets selon le Code de l'environnement et sont très régulièrement jetées en décharge. En parallèle, pour construire nos espaces verts, parcs et aménagements urbains, on a besoin de terres végétales, ce qui constitue les 20-30 premiers centimètres de sol, la partie la plus fertile. Or, cette terre provient souvent de milieux naturels, principalement agricoles, ce qui accentue la pression sur les sols. En 2008, l'association Plantes et Cités estimait que les besoins urbains annuels pour les aménagements étaient d'à peu près 3 millions de mètres cubes, ce qui représente à peu près 1200 piscines olympiques, ce qui est absolument énorme aussi. Face à ce constat, les politiques publiques ont réagi. On a notamment le plan de biodiversité de 2018 et la loi climat et résilience de 2021 qui ont consacré l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon de 2050 afin de réduire la pression exercée par le milieu urbain sur les sols. C'est dans ce contexte que s'inscrit Terre Utile, l'entreprise qui finance ma thèse en CIFRE et qui a pour ambition de créer une filière de valorisation locale en favorisant les circuits courts et le réemploi des matériaux excavés et des déchets verts pour l'aménagement urbain. Concrètement, cette entreprise propose d'un côté aux entreprises du BTP de recycler leurs déchets terreux sur chantier ou via un réseau de plateformes et de l'autre aux collectivités ainsi qu'aux promoteurs immobiliers d'utiliser une terre végétale recyclée plutôt qu'une terre végétale naturelle pour leurs aménagements. Ainsi, plusieurs questions peuvent se poser sur l'évolution des sols qui sont construits à partir de terres végétales recyclées. C'est comment est-ce qu'ils vont évoluer par rapport à des sols construits avec de la terre végétale naturelle? Dans quelle mesure abritent-ils une vie biologique qui est dense et diversifiée? Et puis, dans quelle mesure ces sols peuvent aussi soutenir la croissance végétale? Eh bien, c'est précisément le cœur de mon sujet de thèse. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que de la terre végétale recyclée? C'est un mélange de matériaux terreux provenant d'horizons profonds qui sont excavés sur les chantiers et auxquels Terre Utile va ajouter des matériaux minéraux comme des argiles, des limons, des sables et également des matériaux organiques comme des composts de déchets verts. Une fois en place, ces sols vont naturellement évoluer dans le temps, comme le feraient également des sols naturels, à travers des réactions chimiques, des flux de nutriments et des flux de matière, mais aussi sous l'effet des activités humaines, donc par exemple le piétinement, si les citoyens jettent des déchets, etc. Par exemple. Pour évaluer leur état de santé, je vais m'attarder sur plusieurs volets d'analyse qui vont être réalisés en conditions réelles sur les sites qui ont été aménagés avec cette terre végétale recyclée, et ce, sur plusieurs saisons et sur plusieurs années. On va tout d'abord regarder la physico-chimie du sol, donc on va regarder tout ce qui est pH, teneur en nutriments, stockage, infiltration de l'eau, etc. La biologie du sol en étudiant un grand éventail d'organismes vivants dans le sol, des micro-organismes à la microfaune, en passant par en étudiant par exemple des petits vers microscopiques qui sont les nématodes, également la mésofaune par le biais des microarthropodes, colamboles, acariens, et puis la macrofaune du sol avec les vers de terre, insectes, arachnides, etc. Et puis enfin, le dernier volet, c'est la biologie végétale en évaluant les espèces qui sont présentes, ainsi que la croissance en considérant autant le système aérien, donc tiges et feuilles, que le développement du système racinaire. L'objectif final de ma recherche est de creuser l'intérêt d'utiliser la terre végétale recyclée comme alternative durable pour réduire les déchets du BTP, préserver les sols naturels et favoriser la biodiversité urbaine. Mais cette thèse permettra également de participer à mieux guider la conception et la formulation des terres végétales recyclées ainsi que de leur gestion et à poser les bases d'un référentiel scientifique de suivi. En somme, il s'agit de redonner vie à des terres considérées comme des déchets et d'en faire des supports fertiles pour les villes de demain. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Richard. Et du coup, on passe à la présentation suivante de Léa Cochard, de Sécuragri, qui du coup va vous parler justement des questions liées plutôt à l'aspect contamination et de comment on peut gérer en fait les risques liés à cette contamination. Bon, l'amphi est un peu grand, je suis désolée, il faut un peu descendre, monter et tout, mais ça se fait. Un peu de sport.
Eh bien, bonjour. Comme l'a dit Sophie, je m'appelle. Vous m'entendez dans le micro ou pas du tout? Là, ça va. Donc, je m'appelle Léa Cochard et je travaille pour Securagri, qui est un dispositif d'AgroParisTech Innovation et qui, du coup, s'intéresse aux problématiques de contamination en agriculture urbaine. Et justement, en agriculture urbaine, comme on l'a mentionné auparavant, les technosols commencent à être fréquemment mentionnés comme un outil d'économie circulaire au service du métabolisme urbain. Et qui permettrait de réutiliser des déchets, comme l'a mentionné Richard, des déchets de terre excavée, de chantiers de BTP, de biodéchets, de débris de démolition. Et l'idée, c'est de les valoriser au sein notamment de travaux de revégétalisation en ville et voire d'y implanter des projets d'agriculture urbaine dans certains cas. Néanmoins, comme pour les sols urbains, se pose la question de la contamination de ces technosols. Donc, alors là, c'est pas ça. Comment on fait pour passer les slides? Du coup, je clique, c'est ça? Très bien. Ok. Alors, ma présentation d'aujourd'hui permettra d'évoquer, du coup, comment est-ce que les problématiques de contamination des sols en agriculture urbaine ont émergé, notamment au sein d'AgroParisTech, comment cela a abouti à la création de la méthodologie refuge, et enfin, comment est-ce que cette méthodologie, qui est actuellement centrée autour de la pleine terre, n'est pas directement transposable au technosol. Alors, c'est ça. Donc, pour commencer, en 2017, il y a eu une étude qui traitait du fonctionnement et de la durabilité des microfermes urbaines. Et lors des analyses agronomiques, eh bien, on s'est rendu compte que plusieurs de ces fermes urbaines franciliennes présentaient une contamination diffuse en éléments traces métalliques. Et néanmoins, face à ce constat de la contamination diffuse des sols, il n'y avait pas de réglementation spécifique à mettre en face. Mais par contre, il y avait des porteurs de projets qui souhaitaient continuer à créer du coup ce genre de projet ou de maintenir ce qui était en place. Donc, le programme de recherche Action Refuge s'est construit en rassemblant un collectif de chercheurs et d'experts autour de la question de l'évaluation des risques pour les usagers de l'agriculture urbaine et aussi sur la question de la gestion de ces risques d'exposition. Donc, en ville, quand on parle des contaminants principalement rencontrés dans ces sols, on parle, comme j'ai dit avant, des éléments traces métalliques, donc le plomb, le mercure, le cuivre, mais aussi de polluants organiques, notamment toute la famille des hydrocarbures, comme par exemple les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, comment est-ce que on évalue les risques en agriculture urbaine? Eh bien, on s'intéresse aux différentes catégories d'usagers qui vont fréquenter les sites. Et il est important d'avoir en tête que ces catégories sont plus ou moins sensibles. Donc, par exemple, un agriculteur adulte sera beaucoup moins sensible à la contamination des sols que des femmes enceintes ou des enfants. Donc, les évaluations sont différentes en fonction des différentes catégories. Et les principales voies d'exposition, eh bien, on a celle à laquelle on pense intuitivement, qui est l'ingestion de végétaux contaminés, potentiellement contaminés, mais il y a aussi celle à laquelle on pense moins, qui est l'ingestion de poussière de sol. Et aussi, on a deux autres voies qui sont prises en compte, qui sont la voie respiratoire, donc l'inhalation de contaminants volatiles, par exemple, et la voie cutanée. Par contre, ces deux dernières voies, elles sont considérées comme moins pénalisantes dans l'évaluation de risque en agriculture urbaine, donc on se focalise beaucoup sur la voie orale. Donc, le programme de recherche refuge, donc risque en ferme urbaine, gestion et évaluation, eh bien, a permis l'élaboration d'une méthodologie en 3 temps. Donc, la première qui est une phase de caractérisation et d'évaluation des risques. La deuxième qui est l'élaboration d'un plan de maîtrise sanitaire pour les micro-fermes urbaines. Et dans un troisième temps, une phase de communication sur les risques et aussi de mise en place de la mémoire des pollutions. Donc, si on s'intéresse de plus près à la démarche de caractérisation et d'évaluation des risques, qui est la première phase, eh bien, donc du coup, qui est détaillée dans le guide refuge et qui est disponible en accès libre sur Internet, eh bien, ce guide, aux côtés du guide ARS, Aménager son jardin collectif, est une sorte de référentiel aujourd'hui pour dans la méthodologie d'évaluation des risques en agriculture urbaine. Et donc, si on s'y intéresse, il y a notamment des tableaux donc de VASO pour valeur d'analyse de la situation en agriculture urbaine, et qui ont été construits du coup pour le premier niveau, les VASO 1,
sur des valeurs qui s'approchent des valeurs de fond du bassin parisien, puisque c'est un guide régionalisé, et un deuxième niveau qui est la VASO 2, qui a été construit avec des comités d'experts. Donc, si tous nos contaminants sont en dessous de la VASO 1, alors là, le projet peut continuer et il n'y a pas de préconisation d'analyse supplémentaire. Si on a au moins un élément trace métallique qui dépasse sa VASO 1 et que aucun contaminant organique ne dépasse sa VASO 1, alors là, le projet peut continuer, mais on va préconiser de réaliser des analyses dans les végétaux. Par contre, si un des éléments métalliques dépasse sa VASO 2 ou qu'un contaminant organique dépasse sa VASO 1, et bien dans ce cas-là, on va préconiser de rentrer dans une phase d'EQRS pour évaluation quantitative du risque sanitaire. Et donc, ce qui permet en fait de modéliser, en tout cas d'évaluer le risque auquel sont exposés les usagers, mais au cas par cas. Donc, en s'adaptant aux scénarios d'usage qui sont actuellement présents sur le site ou ceux qu'on veut projeter sur le site. Et donc, en fait, je vous ai présenté tout ça parce que parmi tous ces scénarios qu'on étudie, il y a le scénario de culture hors sol. Et c'est celui qui s'approche le plus des technosols, enfin en tout cas de l'utilisation d'un technosol en agriculture urbaine. Et quelque chose à avoir en tête quand on fait ces évaluations de risque, c'est que quand on modélise du coup un bac de culture sur une parcelle d'agriculture urbaine, on considère d'emblée que le substrat est sain. Donc du coup, c'est une hypothèse forte qu'on fait dans notre démarche parce qu'on va supposer que les acteurs qui vont aménager cette parcelle vont s'approvisionner avec un substrat sain. Néanmoins, quand on envisage que ce substrat soit notamment un technosol, donc exposé potentiellement à du coup des contaminations diverses, eh bien c'est la question de la contamination se pose en fait, et le fait qu'on ne puisse pas continuer à maintenir en fait cette hypothèse de substrat sain. On pourra discuter plus tard après si vous voulez pourquoi est-ce qu'on fait cette hypothèse de base. En effet, les technosols, c'est avant tout un produit qui est manufacturé par l'homme et non assimilable à un sol en place. Donc, on va pas avoir la même approche. Et en plus, comme on l'a vu avant, ce sont des produits qui sont exposés à des risques de contamination parce qu'ils incluent, notamment dans leur mélange, potentiellement des déchets de la ville, donc exposés à des risques. Et donc, si on met en place ces technosols dans un contexte d'utilisation en présence de populations sensibles, eh bien, dans ce cas-là, ces contaminations ne sont pas à négliger dans l'évaluation de risque de ces technosols. Donc, quelles normes ou quels référentiels on pourrait mobiliser pour évaluer la question des technosols ? Eh bien, est-ce que c'est un produit ? Et donc, du coup, on devrait appliquer les normes relatives à ces produits, comme les NFU, support de culture ou amendement organique. Est-ce que, parce qu'il y a souvent des terres excavées inclus dedans, on devrait utiliser la méthodologie nationale de gestion, de valorisation des terres excavées ? Ou est-ce qu'on se dit c'est un technosol utilisé pour un usage d'agriculture urbaine, et dans ce cas-là, on applique les mêmes référentiels qu'on utilise pour aujourd'hui évaluer les sites d'agriculture urbaine, donc ASPITET, le guide refuge, le guide ARS, etc. Donc on pourrait aussi, là c'est pas une liste exhaustive de tous les référentiels qu'on pourrait mobiliser, mais en tout cas, on voit qu'il y en a un certain nombre. Donc, face à ça, on s'est posé des questions. Alors ça, c'est encore une fois que c'est notre avis à Securagri, et puis bien sûr, c'est ouvert à débat, il n'y a pas de conclusion ferme. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que à ce stade, la norme NFU, notamment celle de support de culture, n'est pas satisfaisante ? Eh bien déjà parce que les taux de contaminants autorisés par cette norme, si on les intégrait à des calculs de risque, cela pourrait aboutir à des risques sanitaires potentiellement inacceptables pour du jardinage avec un public sensible. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas donc le guide refuge ou le guide ARS, qui est notamment mobilisé dans des contextes d'agriculture urbaine ? Eh bien parce que les normes, les valeurs repères qui sont à l'intérieur sont plus sécuritaires, et ça pourrait en tout cas, compliquer l'approvisionnement systématique des filières de matériaux qui permettent de générer ces mélanges, de générer ces technosols. Et enfin, pourquoi ne pas réaliser des EQRS en routine ? C'est la troisième étape de notre méthodologie. Eh bien, parce que ce sont des prestations de bureaux d'études qui sont relativement chères et chronophages, et donc ça serait compliqué de faire une EQRS à chaque fois qu'on sort un nouveau produit ou un nouveau mélange. Donc, pour conclure, aujourd'hui, il nous semble essentiel que des travaux d'experts permettent de définir l'orientation à prendre dans la méthodologie d'évaluation des risques,
notamment en cas d'usage sensible. Et quand on y réfléchit, nous, on évoque plusieurs pistes possibles pour avancer dans ces orientations à prendre. Alors une piste assez radicale serait de dire très bien, alors on garde nos normes actuelles sur les supports de culture et vu que les taux de contaminants sont relativement élevés, on interdit les usages sensibles pour les technosols. Donc on interdit jardinage, ce genre de choses. Est-ce que au contraire, il faudrait partir sur des normes beaucoup plus restrictives et donc du coup se priver de certains intrants dans les mélanges de technosols? Et ou sinon, est-ce qu'on se dit qu'on part sur une définition de plusieurs normes en fonction des plusieurs usages qu'on veut plaquer sur les technosols? Et donc, ce qui permettrait d'adapter en tout cas les intrants qu'on met en fonction des usages qui sont faits des technosols. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, il nous semble aussi essentiel, en parallèle de cette réflexion sur les normes qu'on veut appliquer aux technosols, de s'assurer aussi de la qualité de la méthode d'échantillonnage des technosols, qui doit permettre de prendre en compte à la fois la contamination des intrants, mais aussi du mélange, de réfléchir à la traçabilité des matériaux utilisés pour éviter tant que possible les sources de contamination dans les technosols, et aussi évidemment d'associer des critères de fertilité aux enjeux de contamination de ces technosols, parce que c'est quand même la fonction première des technosols, c'est quand même d'être un support de végétaux, et donc c'est ça qui doit aussi rester le centre de quelconque norme ou sur les contaminants ou les comptes, ce que contient un technosol. Voilà, merci pour votre attention.